Hiver 1941, front de Moscou. Devant les premiers chasseurs MiG, les pilotes soviétiques jurent qu'ils n'épargneront ni leur force, ni leur sang, ni leur vie dans la lutte contre l'ennemi. Des pilotes et des avions. C'est le mot d'ordre de Staline. Les constructeurs travaillent jour et nuit. Sergueï Ilyushin, 46 ans, un ancien manœuvre devenu mécanicien puis ingénieur, puis un très grand constructeur. Son chef-d'œuvre, un bombardier en piqué, l'Ilyushin II, baptisé Stormovik, l'attaquant. C'est un appareil puissant, 1600 chevaux. Fortement blindé, très bien armé de canons de 20 puis de 37. Pendant toute la guerre en Russie, le Stormovik sera la terreur des chars allemands. Le Stormovik était très populaire auprès de ses équipages. Un de ses pilotes avait même composé une chanson à la gloire de son avion. Une ritournelle guerrière qui disait à peu près « Les Allemands sont venus en Russie, ceux qui ne sont pas morts seront bientôt partis. » Ils étaient loin d'être partis. Mais c'était déjà l'été après Stalingrad. Les choses allaient mieux. On pouvait se reposer un peu dans les escadrilles et même compter fleurettes aux jolies mécaniciennes. Il y avait même des unités complètement féminines. 3 régiments constitués à partir de 1943. 600 jeunes femmes, dont une centaine ne sont jamais revenues. Avec un courage et un cran admirables, elles partaient, à bord de leur petit biplan Polikarpov, pour harceler la nuit les positions allemandes. Natalia Kravtsova est la plus célèbre de ces pilotes. 980 missions de guerre. Bien sûr que c'était très difficile. Il y avait la DCA, les projecteurs qui nous cherchaient dans la nuit. Les nerfs étaient tellement tendus. Mais nous, on continuait. Parce que nous étions là pour nous battre. Nous ne voulions que ça. Quand on veut se battre, on supporte tout. On se reposait aussi, vous voyez, nos filles en train de danser. Voilà, c'est moi. Les grandes unités de bombardement, elles, sont équipées de Tupolev ou de Petliakov. Une série de bombardiers rapides, mais à la charge de bombes trop faibles et manquant de défense. La production de ces avions souffre d'une certaine désorganisation. Le constructeur Andrei Tupolev a été jeté en prison en 1937. Au début de la guerre, Tupolev est encore dans une charaga, un camp spécial où il est interné, avec son bureau d'études et ses ouvriers. Heureusement, l'URSS recevra 14 833 avions américains. Des bombardiers, comme le nord-américain B-25 Mitchell. Des chasseurs, comme le Bell P-39 Era Cobra. C'est à son bord que l'as soviétique Alexandre Pokrychkin remportera la plupart de ses 59 victoires. Des victoires dues à l'audace, au sang-froid,
et un sens très aigu de la tactique du combat aérien. Je me souviens d'un combat sur le Kouban. Nous avons attaqué 3 escadrilles allemandes, des bombardiers et des Messerschmitt 109. En tout, une centaine d'avions. Nous étions 8. Nous avons adopté la tactique qu'il fallait. Nous les avons dispersés. Nous avons réussi à abattre 10 avions ennemis sans aucune perte de notre côté. Les avions les plus célèbres, ce seront les chasseurs Yakovlev. Ils équiperont la plupart des groupes soviétiques et surtout la fameuse escadrille Normandie-Niemen. Des pilotes français venus se battre aux côtés des Russes. L'un de leurs as est devenu héros de l'Union soviétique, Roland de la Poipe. Il n'a pas oublié son cher Yak. Le Yak 3 est un avion qui est relativement léger, c'est-à-dire qu'il pèse à peu près 2500 kg. Il est construit moitié métal, moitié bois, et son moteur, dérivé d'un Hispano-Suiza de 1936, a été gonflé, suivant le terme cher aux automobilistes, et en même temps amélioré pour que les performances en altitude soient plus importantes. Vous voyez, c'est une hélice tripale qui est par conséquent propulsée par les 1500 chevaux de son moteur. Et une des particularités de cet avion par rapport à ses homologues soviétiques, et c'est les gens qui volaient à côté de nous, nos camarades soviétiques, c'est que la casserole de l'hélice était peinte aux couleurs tricolores, ce qui se voyait très bien dans le ciel, et par conséquent, quand nous étions dans une mêlée où les soviétiques se trouvaient à côté des Français, il était très facile pour nous de reconnaître qui était français et qui était russe. Quel était son armement, cet avion? Son armement, on voit mal, vous aviez 2 mitrailleuses de 12-7 tirant à travers l'hélice qui sont par conséquent au-dessus du moteur et un canon de 20 dont vous voyez l'orifice de sortie qui passe également à travers l'hélice et la casserole. Tout le revêtement était en bois collé, j'imagine en bouleau des plaines russes, et l'ensemble donnait une structure indéformable, extrêmement résistante. Les ailerons étaient entoilés, ça c'était encore un vieux système et ils étaient très efficaces. La flèche était celle du Normandie-Niemen et elle a été portée dès le départ de l'escadrille sur tous nos avions. Roland de la Poipe a remporté 14 victoires sur cet avion, 14 croix noires derrière le cockpit. Alors ici, on se retrouve avec un habitacle relativement restreint. On ne peut pas dire que ce soit le confort d'un 707. Vous aviez d'abord cette poignée que vous aviez entre les jambes et qui consistait à réarmer le canon lorsque vous aviez enrayé. Il fallait par conséquent tirer très dur cette poignée, éjecter l'obus qui n'était pas parti et espérer qu'à ce moment-là, l'armement travaillait dans des conditions et commençait à tirer dans des conditions normales. Là, vous aviez le bouton de déclenche et il y a un bouton de sécurité qui se trouvait en dessous, juste pour mettre la sécurité ou l'enlever au moment du combat. En combat, le Yak pouvait surclasser le Messerschmitt 109. Il tournait mieux, se retrouvait derrière pour l'estocade finale. Et voici qu'apparaît sur le front russe, en 1942, un adversaire coriace, le Focke-Wulf 190. Roland de la Poipe le connaît bien, il l'a combattu. Et nous ne l'aimions pas spécialement parce que c'est un avion très agressif. 4 canons et 2 mitrailleuses. Vous voyez, les 2 canons sont des canons de 20 mm. Le moteur refroidissement par air en étoile à l'avant, 1700 chevaux. En altitude, c'est un avion remarquable parce qu'il grimpait vite. Et aussi, son altitude de rétablissement était très élevée. C'est pour ça qu'on le trouvait généralement en couverture supérieure au-dessus de tout le monde. Et il était dangereux dans cette position-là parce que les aviateurs allemands se plaçaient à ce moment-là dans le soleil et ils avaient la possibilité de faire une passe très rapide et disparaître en piqué car c'est un avion qui est d'abord entièrement métallique, relativement fin et qui était généralement plus vite que les 3/4 des avions qu'ils rencontraient. C'est vraiment l'avion qu'il nous faut, a dit l'as-allemand Adolphe Galland, devenu général de la chasse. Il essaie l'appareil et le lance aussitôt contre cette nouvelle menace,
des bombardiers américains, qui viennent attaquer de plus en plus fréquemment l'Allemagne nazie. Cet armement de 4 canons de 20, qui par conséquent envoyait à la minute 250 ou 300 kilos d'obus, ce qui était considérable, quand il tapait dans le but, il ne restait pas grand-chose devant. Et par conséquent, il était terriblement redouté, aussi bien par les B-17 que par les P-2 soviétiques, que par les Glenn Martin américains également, et il a fait beaucoup de ravages. C'est ainsi que les Américains ont fait connaissance avec les Focke-Wulf. Au début, ils ne se sont pas trop inquiétés. L'Amérique de Roosevelt était assez puissante pour compenser toutes les pertes. Entre 1941 et 1945, les États-Unis construiront 260 000 avions, un record absolu. Boeing produira 12 000 bombardiers lourds B-17. Le B-17, la forteresse volante. C'était une idée qui venait des travaux du général Mitchell dans les années 20. Un bombardier capable d'écraser les usines, les défenses et les villes de l'adversaire. 30 mètres d'envergure, 25 mètres de long, 30 tonnes, 4 moteurs de 1200 chevaux. L'arme décisive contre le Reich. Des ennuis aux essais. Dans une présentation devant un parterre d'officiels, un des prototypes alla directement percuter une montagne. Automne 1942. Une base de la 8e Air Force, quelque part dans le sud de l'Angleterre. Les pilotes de B-17 vont assister au briefing, l'explication du raid. L'objectif sera Wilhelmshaven, le port allemand de la mer du Nord qui abrite les U-boats, les redoutables sous-marins de Dönitz. La bataille de l'Atlantique fait rage. Il faut démolir les abris et les chantiers de construction. Voici l'ordre de vol. Chacun peut lire son nom et son affectation. Barton, Clancy, Weizenfeld. Réglons les montres. Un geste rituel qui marque la fin du briefing. L'équipage, 9 hommes. 2 pilotes, un bombardier, un navigateur, un radio, un mécanicien, 3 mitrailleurs. Le pilote monte le premier. Il redescendra le dernier. Le mitrailleur va se rouler en boule dans son étroite sphère sous le ventre de l'appareil. Le mécanicien l'enferme, puis grimpe le dernier, dans cet avion qu'il a décoré, selon sa fantaisie et celle de l'équipage. Cet avion-là s'appelait Memphis Belle. C'est le metteur en scène William Wyler qui avait filmé avec tendresse ces images où l'Amérique retrouve le cœur de ses enfants. Chaque jour, désormais, il partait pour l'Allemagne. La forteresse volante mérite maintenant son nom. C'est le B-17G, blindé, renforcé, armé de 13 mitrailleuses de 12-7. En vol, pour assurer la protection contre les chasseurs, on prend la formation dite du box, la boîte, le carré.
un groupe compact de 32 avions qui se protègent les uns les autres. Cela veut dire 416 mitrailleuses qui peuvent tirer en même temps. Mais l'ennemi numéro 1, dès l'entrée en Allemagne, c'est la Flak, la DCA, avec ses canons de 88, dont on voit très vite éclater les obus autour des avions. Il faut continuer, tout droit. Ensuite, c'est la chasse, c'est l'enfer, y compris pour les caméramens de Wyler qui filmaient imperturbables au milieu des éclats. Rendons-leur hommage au passage à tous ceux qui ont filmé dans toutes nos guerres et toutes les grandes batailles. Les trois quarts ne sont pas revenus. Porte de soute ouverte, ordonne le bombardier. Et le scénario fou continue. L'arrivée sur l'objectif, le bombardier qui crie « Plus à gauche, 1 degré, tiens le cap !» et qui presse le bouton. Dans cette première année de bombardement, 100 000 tonnes de bombes sont ainsi déversées sur l'Allemagne de Hitler. Après, c'est le sauve qui peut. Le retour sur 2 moteurs vers l'Angleterre. Là-bas, ils attendent dans l'angoisse. Ils savent qu'après chaque raid, ils compteront avec stupéfaction le nombre des avions qui rentrent. Comment? Ça n'est pas possible. 10, 20, 30 appareils manquants. Des centaines au bout de l'année. Et ceux qui sont là, la moitié part à la ferraille. Et dedans les avions, le plancher de la carlingue couvert de sang, les blessés et les morts. Il faut, d'urgence, protéger les bombardiers. Alors les Américains vont mettre en service toute une série de chasseurs d'escorte à long rayon d'action. Le Lockheed P-38 Lightning, l'éclair. Les Allemands l'appellent le diable à queue fourchue. Le Nord-Américain P-51 Mustang, une bête de race, le plus fin de tous les chasseurs de la guerre. Les ailes minces comme des lames, le cockpit en goutte d'eau, à la visibilité totale. Les 6 mitrailleuses de 12-7. 700 km/h, une maniabilité extraordinaire. Et le République P-47 Thunderbolt, la foudre. Celui-là, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est peut-être pas le meilleur, mais c'est sûrement le plus gros. 8 tonnes. Un vrai fer à repasser, disent les pilotes. Pour tirer une telle masse, il faut un gros moteur Pratt & Whitney de 2500 chevaux.
Mais une fois en l'air, le Thunderbolt vole à 680 km/h. Et c'est à son bord que les As américains remporteront le plus de victoires. Cet avion porte ainsi les marques HV du lieutenant-colonel Francis Gabreski. Le voici, rentrant d'une mission d'escorte de bombardier. Il venait de remporter sa 28e victoire. Gabreski, l'as de la chasse américaine. Il pourrait nous dire pourquoi il a eu tant de succès avec ce pachyderme de P-47. Alors imaginons qu'il soit là, au même endroit. Pour nous, le P-47, c'était un cheval de trait, une bête de guerre. Il pouvait encaisser un énorme tas de punitions. La première chose, les ailes étaient solides comme des rocs. On pouvait piquer à près de 800 à l'heure. Elles restaient ensemble. Et aussi, ce gros moteur servait lui aussi de protection. Je suis revenu avec des obus de 20 mm logés dans les cylindres. Et l'avion volait encore. Alors vous comprenez que je puis aimer ce zinc qui m'a ramené chaque fois, sauf une. Mais ça n'était pas sa faute, c'était la mienne. Je faisais du strafing, l'attaque au sol d'un aérodrome allemand. J'étais trop bas, j'ai touché le sol. Quand j'ai touché le sol, je me suis dit, « Ok, mon Dieu, j'ai réussi à m'en sortir jusque-là, tu t'occupes du reste. » Francis Gabreski finira la guerre dans un camp de prisonniers avec des milliers d'autres aviateurs américains. Des centaines d'épaves jonchent le sol du Reich. Une mine de métaux spéciaux. Les Allemands construiront 92 650 avions. À peine gênés par les bombardements. Junkers sort 15 000 bimoteurs d'attaque et de chasse Junker 88. Messerschmitt produit une version très améliorée de son célèbre chasseur, le Messerschmitt 109G, qui frise des 700 à l'heure. Et les Allemands se lancent aussi dans la production de quadrimoteurs, comme ce Focke-Wulf Condor, qui va mener la vie dure aux convois alliés sur l'Atlantique. Le gigantisme ne les effraie pas, les constructeurs allemands. Ils vont produire plusieurs centaines de ces énormes Messerschmitt 323 Gigant pour transporter troupes et approvisionnement en Russie. Il mérite bien son nom, le géant. Il avale une compagnie entière de fantassins, des autos, des canons. Décidément, les Alliés sont dans le creux de la vague. Les Japonais se sont lancés à la conquête du Pacifique. Banzai. Au nom de l'empereur, le 7 décembre 1941, les escadrilles de chasseurs Zéro, de bombardiers Kate et de torpilleurs Val sont partis pour Pearl Harbor. Ils ont sévèrement touché la grande base américaine des îles Hawaï. Ils ont détruit la plus grande partie de la flotte des États-Unis. Mais ils n'ont pas coulé les porte-avions de l'US Navy. Et c'est de l'un de ces porte-avions, le Hornet, que viendra la première réponse à Pearl Harbor. Un projet insensé. Faire décoller de ce pont exigu des bombardiers, des B-25. Celui qui a eu cette idée et qui l'exécutera, c'est l'un des plus célèbres aviateurs américains des années 30.
c'est Jimmy Doolittle, l'homme des records de vitesse et de la coupe Schneider. C'était la seule solution. Dans ces distances fabuleuses du Pacifique, pas un bombardier n'était encore capable d'aller jusqu'au Japon. Mais c'est dur, 15 tonnes, une longueur de décollage normale de près d'1 kilomètre, 100 mètres de pont. Ils réussiront. Ce ne sera pas un grand raid. Quelques bombes sur le Japon, 30 secondes sur Tokyo. 30 secondes qui redonneront confiance à l'Amérique. Elle en a bien besoin. Le chemin sera long avant de reconquérir ces îles, comme ici Rabaul, d'où les Japonais contrôlent tout le Pacifique Sud. L'aviation japonaise, elle est puissante, organisée, dotée d'avions souvent très en avance sur leur époque. C'est la grande découverte des Américains, un choc très désagréable. Et surtout cet avion, le Mitsubishi A6N1 type 0, qui sera justement célèbre sous ce nom, le Zéro. Le Zéro. C'est d'abord un phénomène de maniabilité. Il tourne littéralement sur lui-même, se retrouve en un éclair dans la queue de ses adversaires. Son secret, la légèreté. Le grand ingénieur japonais Jiro Horikoshi a délibérément supprimé tout blindage, tout poids inutile. Il en est arrivé à fabriquer une machine de 1500 kg sur laquelle il a installé un moteur Nakajima de 1100 chevaux. « 13 mètres d'envergure, une très grande élégance de ligne, un beau profilage très soigné. Bien sûr, les pilotes japonais auront à souffrir de l'absence de blindage. Mais le Zéro avait un rayon d'action phénoménal. Il pouvait voler jusqu'à 10 heures de suite, ce qui permettra aux Japonais d'organiser d'audacieux raids. Et il était puissamment armé. Un canon de 20 mm dans chaque aile, et au-dessus du moteur 2 mitrailleuses, dont les culasses dépassaient à l'intérieur de l'habitacle du pilote. Curieuse disposition, mais qui devait être bien pratique pour réarmer en cas d'incident de tir. Avec un tel avion, pas étonnant que les Japonais aient eu de très grands as, trop peu connus en Occident, comme Nishizawa, Iwamoto, Sugita, Saburo Sakai, qui auront chacun dans les 80 victoires. Ces as japonais, ils ont piloté aussi le Nakajima Hayabusa, une machine très légère, faiblement armée, mais bien adaptée aux conditions très dures des tropiques. Ils ont eu aussi à leur disposition un avion semblable aux appareils européens, le Kawasaki Yen, le seul à posséder un moteur en ligne, dérivé de celui du Messerschmitt. Enfin, ils ont volé sur un redoutable chasseur, le Mitsubishi Raiden, un moteur de 1800 chevaux, fortement blindé et armé, et filant à 650 à l'heure. Entre 1941 et 1945, les Japonais auront construit 70 000 avions. Un effort extraordinaire. Mais heureusement pour nous tous, les alliés de l'Allemagne ne faisaient pas le poids contre l'Amérique. Les Américains mettaient en service les porte-avions par dizaines. Ils lançaient 6000 Douglas Dauntless, 7000 Curtiss Helldiver, 10 000 Grumman Avenger, des bombardiers rapides, des torpilleurs efficaces. À Midway, 10 autres batailles aéronavales, ils anéantiront la flotte nippone. Et les Zéros trouveront vite en face d'eux des chasseurs de plus en plus évolués. Le Grumman Wildcat, le chat sauvage, un petit appareil rapide qui porte le poids des premiers combats. Dans la nouvelle génération, le Chancebout Corsair peut être le plus bel avion du Pacifique, avec ses ailes en W et son moteur de 2000 chevaux.
Mais le chasseur le plus important sera le Grumman L4, le chat de l'enfer. Blindé, armé de 6 mitrailleuses, il est très vite le maître du ciel. Un à un, les as japonais disparaissent. Surtout ici, dans cette bataille aérienne qui gardera le nom de tir au pigeon des Mariannes. Au-dessus de Guadalcanal, un zéro est touché, comme celui-ci. Dans cette mince silhouette de métal ravagée par le tir des avions américains, il y avait Saburo Sakai. Mon avion était criblé de balles. J'avais reçu 2 balles de 12-7 dans la tête. J'avais un œil crevé, le crâne ouvert. Mon sang coulait à flot. La moitié de mon corps était paralysé. Mais mon zéro continuait à voler. Je perdais tout le temps connaissance, mais je me réveillais avec cette seule pensée, revenir à ma base, à Rabaul. J'ai volé 2000 kilomètres comme ça, et je suis rentré. Un autre coup très dur pour le Japon. Le 18 avril 1943, l'amiral Yamamoto, le meilleur stratège de la marine impériale, disparaît. Il est en tournée d'inspection dans les îles du Pacifique. Les Américains ont déchiffré le code japonais. Ils connaissent l'itinéraire et les horaires. Alors, à des milliers de kilomètres de là, ils préparent fébrilement une escadrille de chasseurs à long rayon d'action, P-38 Lightning. Nous avons retrouvé l'homme qui était dans cet avion, ce jour-là. L'homme qui a descendu Yamamoto. Il s'appelle Tom Landwehr. Nous volions au-dessus de l'eau. Tout à coup, l'un de nous a hurlé « Une formation d'avions, droit devant ». Pas de question, c'était bien 2 Betty et 6 zéros. Pas un de nous, et surtout moi, qui aurait jamais pensé qu'on les trouverait. C'était incroyable. Chacun était au rendez-vous. Landwehr plonge sur les Betty. Il les rattrape et à ce moment se produit l'étrange, l'imprévisible, jamais raconté jusqu'ici. J'ai essayé mes canons pour être sûr qu'ils fonctionnaient bien. Et en faisant ça, je l'ai touché, par accident. En fait, je voulais me placer derrière lui. Et quand j'ai essayé les canons, son moteur droit a commencé à brûler. Et il a été s'écraser dans la jungle. Aujourd'hui, Tom Landwehr, devenu journaliste, vient souvent rêver au bord du Pacifique, à ce jour d'avril 1943, où en appuyant un dixième de seconde sur un bouton rouge, il a peut-être changé le cours de la guerre. Vous savez, tout ça c'est très compliqué dans ma tête. La première chose, c'est que je n'hésiterai pas une minute à recommencer, parce qu'il était l'homme qui menait l'attaque contre mon pays. Il fallait l'abattre, ça a été très utile. Mais depuis le temps, j'ai connu des gens au Japon, des membres de sa famille. Et c'est une expérience intéressante. À la guerre, vous tuez d'une manière impersonnelle. Vous ne savez rien de ceux sur qui vous tirez. Mais là, j'ai appris qui était cet homme. Il était extraordinaire. Un homme qui avait toujours dit que c'était une folie d'attaquer les États-Unis, mais qu'il a très bien fait quand il en a reçu l'ordre. C'était vraiment un homme de première grandeur. Je me suis beaucoup intéressé à lui. C'est une chose très étrange. Bien que je le répète, je n'hésiterai pas à recommencer. Est-ce que j'aurai la même chance que la dernière fois? Ça, j'en sais rien. 1944. L'Allemagne subit la plus terrible des punitions. Les Américains le jour, les Anglais la nuit, déversent 1 tonne de bombes à la minute. Göring a eu beau dire il y a longtemps « Aucun avion ennemi ne survolera jamais le Reich », plus qu'une devise ironique peinte sur les bombardiers anglais. Chaque nuit, cet Avro Lancaster allait déverser sa cargaison sur Berlin et les villes allemandes. Et quelle cargaison! Le mécanicien de cet avion, Ted Willoughby, est là pour donner l'échelle et faire les présentations. Celle-là, c'est une bombe de 5 tonnes, à haut pouvoir explosif. Elle mesure 5 mètres de long. De l'autre côté,
Vous allez voir la bombe de 10 tonnes. Elle avait été conçue par Sir Barney Wallis. Sir Barney Wallis, un génie de la destruction. Il aura passé sa vie à dessiner minutieusement, avec tout ce que l'intelligence humaine est capable de donner, les instruments de mort les plus terrifiants. Son chef-d'œuvre, la bombe qui va détruire les barrages de la Ruhr et inonder le centre industriel de l'Allemagne. Une bombe ricochet, très efficace. La bombe de 10 tonnes, elle, c'est le blockbuster, ce qui veut dire que d'un seul coup, tout un bloc d'immeubles est pulvérisé. 1 500 000 tonnes d'explosifs furent déversées pendant la guerre sur l'Allemagne. Les Alliés ont dépensé pour les amener, ces bombes, plus de 60 milliards de litres d'essence. Mais le bombardement stratégique, en cette guerre comme dans d'autres, a-t-il été utile? La destruction de Hambourg et de Dresde a-t-elle hâté la fin de la guerre? Et les usines allemandes, écrasées par les tapis de bombes, enterrées, dispersées, elles produisent en 1944 et 1945 à peu près 3 fois plus d'avions, de chars et de canons qu'en 1940. Jamais pourtant, le doute n'a effleuré le grand prêtre des bombardements, le maréchal de l'air Harris, surnommé Bomber Harris, Harris la bombe. Et les hommes, les pilotes, les navigateurs, les bombardiers, avaient-ils des doutes? Certainement pas. C'est une idée récente, anachronique, que le remords des guerriers. Ils faisaient la guerre et attaquaient Hitler. Ils ne pensaient qu'à une chose, survivre. La RAF et l'US Air Force perdront plus de 100 000 aviateurs. Alors le principal, c'était de revenir. Ils sont revenus, eux, avec 7 avions. Ce sont les 3 survivants de l'équipage de ce Lancaster. Harry, Steve, Walter. Chaque soir, ils partaient en mission ensemble. Chaque soir, ils gravissaient l'échelle du POS, leur Lancaster à eux. Chaque soir, ils avaient la même appréhension. Attention à la tête. Vu d'aujourd'hui, ce qui étonne le plus quand on entre dans l'appareil, c'est que ce n'est pas très loin dans le passé, et pourtant cet avion est un véritable dinosaure. Ces hommes ont vécu un temps préhistorique. Rendez-vous compte, le mitrailleur de queue, obligé de rester 8 heures dans sa tourelle, dans le froid et l'obscurité. Un système qui, bien sûr, n'existe plus aujourd'hui. Pas plus que ces tourelles au-dessus de l'avion où grimpait Steve. Tout cela a été remplacé dès la fin de la guerre par des télécommandes. Puis la vitesse des bombardiers a assuré leur protection. L'idéal, évidemment, ce serait qu'il n'y ait plus de bombardiers. Quoi qu'il en soit, en 1944, notre mitrailleur devait lui aussi rester 8 heures dans sa bulle de plastique. 8 heures à scruter comme un fou, le noir autour de lui, pour tenter de voir le premier, le chasseur de nuit allemand. En fait, le bombardier n'avait pas beaucoup de chances de s'en tirer quand il rencontrait un chasseur de nuit, dit Steve. Ça devait être dur d'être 8 heures là-dedans. Eh bien, je pense que quand on est jeune comme nous l'étions, très jeune, on récupère vite. Le matin d'après, nous étions en forme pour repartir. Moi, j'étais le navigateur. J'étais à l'avant de l'avion. C'est toute une affaire pour y arriver. Et à l'époque, c'était encore plus encombré. Voilà, c'était là, le siège du navigateur. À côté de lui, le radio, avec son gros poste à lampe. Les transistors étaient bien entendu inconnus à l'époque. Son rôle, surtout appeler au secours en cas de malheur, quand le poste fonctionnait. Le bombardier était tout au bout, dans le nez de l'avion.
Il était couché sur le ventre. Le bombardier disposait d'un viseur très perfectionné. En fait, la nuit, au-dessus d'une ville immense, on se demande bien ce qu'il pouvait viser. Les Pathfinder, les éclaireurs du ciel, avaient marqué l'objectif avec leurs bombes lumineuses. Il n'y avait qu'à taper dans le tas. Voilà, c'était ça la mission. Ensuite, c'était le retour, pas garanti. Un de nos avions n'est pas rentré ce soir, annoncera rituellement le communiqué. Qu'est devenu l'équipage? Est-ce qu'ils ont réussi à s'en sortir? On raconte des tas d'histoires. Par exemple, celle de ce mitrailleur de Lancaster qui aurait sauté sans parachute de 5000 mètres et qui serait toujours vivant. On dit qu'il serait tombé sur des sapins, puis sur de la neige. Eh bien, ça n'est pas une histoire. Cet homme, nous l'avons retrouvé. Il est revenu avec nous à l'endroit précis où il est tombé, il y a plus de 30 ans, dans cette forêt d'Allemagne. Cet homme s'appelle Nicolas Stephen Alkemade. D'une voix mesurée et calme, l'homme qui est tombé de 5000 mètres sans parachute nous raconte son incroyable aventure. Nous revenions d'un raid sur Berlin et nous traversions la zone des radars allemands. Nous avons été attaqués et incendiés par un chasseur de nuit. J'ai essayé d'attraper mon parachute, mais l'enveloppe brûlait déjà. La soie débordait et commençait à brûler, elle aussi. Ça a dû être affreux. Oui, et je ne pouvais plus tenir devant les flammes. La chaleur était terrible. Alors je me suis retranché dans ma tourelle en refermant les portes. Ma combinaison de vol était en feu. J'étais brûlé au visage et aux mains. Je me suis dit, bon, c'est la fin. Il vaut mieux sauter que rester là et brûler vif. Alors j'ai tourné ma tourelle. J'ai enfoncé les portes. Et je me suis jeté dans le vide. Et je suis tombé. D'un seul coup, c'était un tel silence après tout le vacarme. Je me suis senti très calme et paisible. Il me semblait que je tombais la tête la première. Je me suis dit, eh bien, si c'est ça, mourir, ça n'est pas difficile. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Quelle pouvait être la vitesse à laquelle vous tombiez? Ça a été calculé. Le corps humain tombe à une vitesse d'environ 200 km/h. Quand il arrive au sol, habituellement, vous êtes mort. Et quand je vois ces arbres autour de moi, je me rends compte que c'était difficile de les manquer. Mais qu'est-il arrivé exactement? Vous êtes tombé sur ces arbres-là et de branche en branche, vous êtes arrivé à la neige. Je crois que les branches étaient tellement entrelacées que ça a agi comme un trampolino. Ça a retardé ma chute progressivement jusqu'à ce que je tombe dans les buissons et la couche de neige. Et la première chose que j'ai réalisée, en reprenant connaissance au milieu de ces arbres, j'ai regardé en l'air, j'ai vu les étoiles à travers la forêt et je me suis dit, Jésus-Christ, je suis vivant. J'étais dans un sacré état. Mon visage et mes mains étaient brûlés, j'avais le dos complètement lacéré, des contusions multiples, la moitié de mes cheveux arrachés et assez d'épines et de morceaux de bois dans tout le corps pour faire un feu de joie. Mais j'étais vivant. Et je m'en suis sorti. Le matraquage de l'Allemagne continue. Les deux Havilland Mosquito vont porter le coup de grâce. Ils volent plus vite que les chasseurs, emportent plus de bombes qu'un B-17. Construit en bois, volant au ras des vagues, il échappe au radar ennemi et bombarde, mitraille, incendie tout ce qui bouge encore dans l'Allemagne aux abois. La Luftwaffe aura un dernier sursaut, le 1er janvier 1945. Pour appuyer l'offensive des Ardennes, Göring lance tout ce qui lui reste contre les Alliés. Ce qui lui reste, beaucoup d'avions mais plus d'essence. Beaucoup de pilotes mais inexpérimentés. Formés vite, ils meurent vite. Les grands as du début sont morts eux aussi. Hans-Joachim Marseille. En Afrique, il a abattu 158 chasseurs alliés avant de disparaître.
Walter Novotny, lui, a eu 258 victoires. Puis il a été abattu à son tour. Un chiffre extraordinaire, et pourtant il y a mieux. Eric Hartmann, 20 ans, a totalisé le nombre incroyable de 352 victoires. « 105 pilotes allemands ont eu plus de 100 victoires, 15 plus de 200 victoires, des chiffres confirmés. Pourquoi? Était-il meilleur pilote? Que s'est-il passé dans cette guerre sans merci? Pierre Klostermann, l'as de la chasse française, a combattu ces pilotes allemands. Il connaît la réponse. On peut dire oui, mais c'était sur le front russe, les Russes avaient des avions moins perfectionnés. Non, car il y a ceux qui ont des victoires sur notre front. Et voilà la raison. C'est que j'en connais qui ont survécu, qui ont commencé à se battre en 1936 en Espagne, puis qui ont fait la campagne de Pologne, la campagne de France, la bataille de Londres, car la Luftwaffe a été extrêmement cruelle, car elle a fait voler ces gars jusqu'à la mort. Nous, on nous faisait faire 80, 100 missions, 110 missions, on nous envoyait au repos. Eux, ils ne dételaient jamais. Ils ne dételaient quand ils... Alors, quand ils survivaient, vous aviez des gens qui avaient une expérience absolument fabuleuse. Et à plusieurs... D'ailleurs, vous n'aviez pas le choix. Lorsque vous rencontriez un de ces pilotes allemands à grande expérience, vous n'aviez absolument aucune chance de vous en sortir. Le tout était de subodorer, de deviner. Vous savez, il y a ces choses, il y a deux... Qu'il y en avait un autour de vous. Vous savez, comme on peut sentir un fauve qui tourne, bien mon Dieu, ben on s'enferme, on rentre chez soi. Et lorsque vous pouvez deviner au cours d'un combat qu'il y en avait un de ceux-là, il fallait surtout l'éviter comme la peste. Et 2 fois de suite, je ne l'ai pas évité. Oui, j'ai été abattu 2 fois. Une fois le 12 mai 43, et le 21 avril 45. Or, le 21 avril 45, j'étais au maximum de ma forme, et j'ai de l'inconscience, parce qu'il y a une certaine forme d'inconscience quand on est fatigué. Il y a un doping, car la guerre dope dans ce genre d'opération. Donc, mon Dieu, je n'étais pas très modeste. Et j'ai été ramené en l'espace de 35 secondes à la modestie absolue, qui est celle de la peur totale, et de se dire, bon Dieu, ça y est, c'est fini, par un pilote allemand, et nous étions 8 avions, il était seul, et il a fait la démonstration du 1, 2, 3, et c'était fini. Je ne l'ai jamais su. Je ne l'ai jamais su, il aurait pu me tuer. Car quand j'ai eu le moment où mon moteur s'est arrêté et j'ai vu un obus exploser, glisser et exploser juste devant le poste, juste au-dessus des croix. Mais ce jour-là, je ne pilotais pas mon avion. Car chaque fois que j'étais obligé, pour une raison technique, de piloter un avion qui n'était pas le mien, il m'arrivait une tuile. C'est très curieux. Et j'ai vu cet avion exploser, j'ai senti le choc au moment où le moteur s'est arrêté. Je me suis dit, ça y est, je suis fichu. Et trop bas pour sauter en parachute. J'ai fait un virage, il est repassé. J'ai très bien vu le pilote, car son avion, il est passé sur le dos au-dessus de moi. Tout doucement, je l'ai vu à 10 mètres au-dessus de moi, qui me regardait. Et je me suis dit, et je voyais qu'il cherchait désespérément à ralentir. Il a peut-être eu peur que d'un dernier réflexe, je le tire dessus, car lui, son moteur fonctionnait, donc il allait plus vite que moi. Et il est glissé autour, il est retourné. J'ai posé l'avion. C'était près du lac du Mer, c'est-à-dire dans des marécages. Et l'avion était couvert de boue, je posais les roues rentrées, naturellement. Et je suis sorti de cet avion comme un fou. J'ai débouclé mon parachute, j'ai glissé sur l'aile, je suis tombé, et je l'ai vu arriver, et je me suis dit, il va tirer. Je dis, c'est pas pensable. Il va pas faire ça. Je l'aurais jamais fait, moi, vous voyez. Et il ne l'a pas fait. Oui, vous dites, il ne l'a pas fait, vous ne le faisiez pas, mais il y avait d'autres qui le faisaient. Vous savez, il y a toujours des gens qui éprouvent le besoin de rendre la guerre plus horrible qu'elle est. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé, dans tous les camps. À bord de son Tempest, Pierre Klostermann allait remporter encore des victoires.
et la guerre se terminait. De quel poids l'aviation avait-elle pesé dans le conflit? Les bombardements avaient détruit l'Allemagne sans l'écraser, mais les mitraillages des routes, des voies ferrées, des ports avaient paralysé les armées ennemies. Dans le grand affrontement, l'aviation avait souvent joué un rôle décisif. Mais ce qui était bien fini, c'était le duel des chasseurs dans le ciel. Les pilotes de 1945 découvraient de nouveaux adversaires. Les V1, des bombes volantes à réaction. Les Messerschmitt 163, des avions fusées. Les Messerschmitt 262, des chasseurs à réaction. La vitesse du son n'est pas loin. L'aviation entrait dans un nouvel âge. Est-ce un symbole? Dans le Pacifique, les pilotes japonais se précipitaient sur la flotte américaine pour la détruire dans un grand suicide en masse d'aviateurs d'un autre temps. Enfin, voici que décollait pour le Japon un long cylindre d'acier poli, le plus grand, le plus puissant de tous les avions, le B-29. Lui aussi, il annonce un nouvel âge. Il porte en lui la mort atomique.